Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à une notion qui a l'air toute simple comme ça, les libertés publiques. Mais on va vite s'apercevoir que derrière ce concept en fait se cache une tension, une histoire assez incroyable où ce qui était la solution est devenu le problème. Allez, c'est parti. Alors, dans la conception française, la conception vraiment classique, c'est simple. Une liberté, pour qu'elle existe vraiment, il faut qu'elle soit écrite noir sur blanc, consacrée par la loi. C'est la loi qui lui donne vie, qui définit ses contours. L'idée de base, c'est que pour être protégé, un droit doit passer par le législateur. Sans loi, pas de liberté publique. C'est la règle. Et c'est là que tout devient passionnant. Cette question, elle est au cœur de tout notre sujet. Si la loi, c'est notre seul bouclier, qu'est-ce qui se passe quand c'est ce même bouclier qui se retourne contre nous? C'est tout le paradoxe qu'on va explorer ensemble. Pour bien comprendre ce système, il faut revenir à ses fondations. Tout repose sur deux acteurs principaux, deux piliers qui soutiennent tout l'édifice de la protection de nos libertés. La répartition des rôles est on ne peut plus claire. D'un côté, on a le législateur, c'est-à-dire le Parlement, qui écrit les règles. C'est lui et lui seul, il a le monopole. De l'autre côté, le juge. Lui, c'est l'arbitre sur le terrain. Son rôle, c'est de s'assurer que l'administration, elle, respecte bien les règles du jeu. Mais la conséquence de ça, elle est cruciale. Ces règles s'imposent à tout le monde, sauf à celui qui les a écrites. Et cette idée, elle a un nom, le légicétrisme. C'est bien plus qu'un concept juridique, c'est une véritable philosophie politique. À l'époque, on ne voyait pas la loi comme un simple outil, mais vraiment comme l'incarnation de la raison, de la souveraineté du peuple. C'était presque sacré. Et tout ça, ça vient de là, de cette phrase célébrissime de Rousseau. C'est la pierre angulaire de toute cette pensée. Le raisonnement est simple, si la loi est l'expression de la volonté de tout le monde, comment est-ce qu'elle pourrait avoir tort? Comment pourrait-elle se retourner contre la liberté? C'est cette idée qui justifie cette confiance presque aveugle dans le Parlement. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Comment l'État, avec cette loi toute puissante, organise concrètement l'exercice de nos libertés? En gros, il a trois manières de faire, trois régimes comme on dit. Alors, ces trois approches, d'abord le régime dit répressif. Attention au nom, parce qu'en fait c'est le plus libéral. Tout est permis par défaut, sauf si une loi dit le contraire. C'est le cas pour la liberté de religion par exemple. À l'exact opposé, on a le régime préventif, le plus strict. Là, tout est interdit, sauf si on a une autorisation d'administration. L'exemple type, c'est la manifestation. Et entre les deux, on a le régime de la déclaration. Il faut juste prévenir avant d'agir, c'est une simple formalité, comme pour créer un journal. Jusqu'ici, le système a l'air de tenir la route, il est même plutôt cohérent. Mais c'est là que tout bascule. Parce que ce système, poussé à l'extrême, va révéler une faille catastrophique. C'est ce qu'on appelle l'État légal. C'est le légicentrisme poussé à son paroxysme. Un État où la loi est reine, où la majorité au Parlement peut absolument tout faire. Rien, absolument rien, n'est au-dessus d'elle. Pas même la Constitution. On commence à sentir le danger là. Et ces dangers, ils n'avaient rien de théorique. L'histoire des années 30 et 40, c'est une démonstration tragique de cette faille. En Italie, en Allemagne, et oui, même en France, des régimes parfaitement démocratiques ont sombré dans le totalitarisme. Et le point crucial, le point qui fait froid dans le dos, c'est que ça s'est fait légalement, sans coup d'État, juste par un vote de Parlement élu démocratiquement. C'est ça le point clé, l'outil même qui devait garantir la liberté. La loi votée par les représentants du peuple est devenue l'arme de sa destruction. La souveraineté absolue du Parlement a permis en fait de démanteler la démocratie de l'intérieur. Le choc a été terrible, évidemment, et de ce traumatisme est née une idée nouvelle, une idée toute simple mais complètement révolutionnaire pour l'époque. L'expression de la majorité, ce n'est pas forcément l'expression de la vérité. Une majorité peut se tromper, et pire, elle peut devenir oppressive. Cette prise de conscience a obligé à tout repenser. Si la loi ne suffit plus, si on doit même se méfier du législateur, alors il faut trouver autre chose, un rempart plus solide, un nouveau concept. Et le voilà, ce nouveau concept, et la distinction, elle est essentielle. Une liberté publique classique, c'est une créature de la loi. Elle existe parce que la loi le veut bien et elle peut la changer. Un droit fondamental, c'est tout l'inverse. Il n'existe pas par la loi, il existe pour nous protéger contre la loi. Il se place au-dessus du Parlement. C'est un changement total de logique. Donc, pour résumer, si le concept de liberté publique a été un progrès immense, l'histoire nous a montré sa limite, sa faille fatale. Cette confiance absolue dans la loi a mené au désastre. Il a donc fallu inventer une protection supérieure, les droits fondamentaux. Ils sont conçus pour mettre nos libertés les plus essentielles hors de portée des majorités politiques du moment. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse, une question qui continue de façonner nos démocraties aujourd'hui. Parce qu'en créant des droits qui s'imposent même à la volonté du peuple, on résout un problème, c'est vrai, mais on en crée peut-être un autre. Si ce n'est plus le peuple, via ses représentants, qui a le dernier mot,
Alors, qui décide à la fin?